Rebonjour tout le monde, voici le premier trouble qui vous est présenté cette semaine, c'est-à-dire les troubles dépressifs ou on les appelle aussi souvent les troubles de l'humeur. Donc si vous entendez les deux terminologies, elles sont tout à fait appropriées. Donc parmi cette famille-ci, il y a 4 ou 5 troubles plutôt. On va vous trouver le trouble dépressif majeur et vous voyez, je l'ai mis en rouge ici parce que c'est le seul qui va compter, si on veut, pour les études de cas qu'on fera ensemble en classe ainsi que lors des évaluations. Il y a aussi le trouble dépressif persistant, le trouble dysphorique prémenstruel, les épisodes dépressifs à caractère saisonnier, et les épisodes dépressifs avec début périnatal. Donc, pour revenir à la page précédente, quand on parle de troubles dépressifs, ce sont des troubles qui comportent des épisodes dépressifs plus ou moins marqués. Épisodes dépressifs parce qu'il peut en avoir plusieurs pour certains, alors que pour d'autres troubles, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus permanent et on verra la différence tantôt. Les moins importants reliés aux troubles dépressifs, premièrement, bien sûr, il y a la dépression et deuxièmement, la tristesse parce que ce sont deux mots qui sont définitivement dominants dans cette grande famille des troubles-là. Quand on parle de dépression, c'est ce qu'on appelle un état marqué par l'abattement émotif et cognitif, donc l'ensemble des troubles marqués par cet abattement. Abattement, c'est l'espèce de je me sens abattu constamment, je sens que je suis pas en mesure que je n'ai pas l'énergie, abattu. C'est carrément ça, là, je pense que vous comprenez. Autant sur le plan émotif, du ressenti, que de la cognition, c'est-à-dire de la pensée. Donc, je n'ai plus cette énergie-là. Je me sens, sur le plan émotif, beaucoup plus accablé, beaucoup plus abattu, beaucoup moins apte à faire ce que normalement j'aimerais faire, je me sens beaucoup plus triste et tout ça. Sur le plan de la cognition, on va voir souvent des diminutions de la capacité de réflexion, de la compréhension des événements, aussi peut-être parfois des idées plus négatives là, ou des visions plus négatives de soi, du monde ou de l'avenir. Et on va voir ça un petit peu dans la triade dépressive là, que vous pourrez lire dans votre bouquin. Donc, c'est l'ensemble des troubles marqués par cet abattement. Et quand on parle d'émotion majeure ou dominante, c'est la tristesse qui est l'émotion de base de la dépression. Donc voilà, le premier trouble, celui qui est à l'étude dans le cadre de notre cours, surtout celui qu'on va utiliser lors des études de cas et des évaluations sommatives, c'est le trouble dépressif majeur. Pourquoi celui-là? Parce que c'est celui qui est le plus fréquent et qui nous définit davantage ce qu'est la dépression. Donc, la définition, c'est un trouble marqué par un épisode dépressif majeur suffisamment sévère pour entraver les activités quotidiennes de la personne qui en souffre. Entraver, ça veut dire pour venir déranger ses activités quotidiennes. Donc, ce qu'elle faisait normalement, elle ne sera plus en mesure de le faire comme c'était le cas, ou si elle est capable d'une façon beaucoup plus diminuée. Donc, ça va référer un petit peu à ce qu'on a vu au coup numéro 1, le problème de fonctionnement, si on veut, autant sur le plan social, donc sortie avec les amis et plaisir et tout ça, ainsi que sur le plan professionnel, donc la capacité de travailler ou d'activité des tâches plus professionnelles. Donc, l'épisode dépressif comporte des symptômes cognitifs, comme on l'a dit tantôt, un dérèglement des fonctions corporelles qui peut entraîner des idées récurrentes de la mort. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire que tout le monde va se rendre là, mais plusieurs, oui. Ça peut aller juste d'idées, je serais bien mieux si j'étais pas là, le monde serait mieux si j'étais pas là, ou si je pouvais juste ne pas me réveiller, allant encore plus loin pour certains avec des idées suicidaires et même, dans des cas plus extrêmes, c'est avec un plan de passage à l'acte. Donc, c'est important d'être capable de bien retracer les gens qui sont aux prises avec ça parce qu'il faut bien sûr leur venir en aide parce que la souffrance, elle est énorme. Et c'est important ici de savoir que cette dépression-là, normalement quand on a un diagnostic de dépression majeure, plutôt, il va y avoir des épisodes de dépression qui sont récurrents plutôt que juste une seule dépression isolée. Donc, ça veut dire que la personne pourrait faire à répétition ce qu'on appelle des dépressions majeures. Donc, voici les troubles, pas les troubles, mais les critères diagnostiques de la dépression majeure. Vous voyez ici, on va regarder quels sont les critères, quels sont les différents symptômes et la personne qui en fera l'évaluation clinique, soit le psychiatre ou le psychologue, verrait à s'assurer
que la personne présente un nombre suffisant de critères pour qu'elle se voit attribuer ce diagnostic-là. Si elle n'a pas ce qui est exigé dans le critère du DSM, elle ne pourra pas se voir décerner ou attribuer ce diagnostic de trouble présent. Donc, ici, pour le trouble de la dépression majeure, il y a deux critères majeurs. Il y a le critère A et le critère B. En critère A, on dit que la personne doit avoir au moins 5 des symptômes suivants. On voit, il y en a 9 ici. Donc, parmi ces 9 symptômes-là, elle doit en avoir 5 minimum. Si elle n'en a pas 5, on passe à un autre trouble. Ce ne sera pas un trouble de la dépression majeure. Donc, ces 5 critères-là, ces 5 symptômes-là doivent être présents durant une période minimale de 2 semaines. Donc, si ça fait 1 semaine qu'elle présente ces symptômes-là, il est trop tôt pour que le psychiatre puisse en faire un diagnostic. Il va vous demander de revenir lorsque la personne présentera ces symptômes-là durant une période minimale de 2 semaines. Donc, et c'est simple, là, c'est que 1 semaine est insuffisant pour qu'on établisse que c'est ça le trouble. Donc, ça peut être seulement un épisode où la personne vit des moments difficiles et elle est accablée par cet événement-là, mais quand on parle de dépression majeure, ça va persister au-delà de 2 semaines. Donc, pendant ces deux semaines-là, il faut qu'il y ait un changement par rapport au fonctionnement antérieur, c'est-à-dire que la personne ne fonctionnait pas ou ne présentait pas ces symptômes-là avant, mais maintenant, ils sont présents. Et la personne doit avoir au moins un des 2 premiers symptômes. Les autres, peu importe, parmi les 5, mais elle doit absolument avoir le critère 1, le symptôme 1 ou le symptôme 2, en plus de 4 autres. Donc, voici ce que sont les 9 critères en A. Premièrement, la personne doit présenter une humeur dépressive. Donc, on l'a vu tantôt, c'est qu'il y a cette perte d'énergie-là, cette perte de motivation-là, être présent en présence d'une grande tristesse et tout ça. Deuxièmement, c'est une diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir. Donc, toutes les activités qui normalement animaient cette personne-là ou lui donnaient de la motivation, ça n'aura plus cet effet-là maintenant. Donc, les sorties sociales avec les amis, les activités sportives qui sont à l'horaire, elle n'aura plus le désir de le faire. Et si elle se force à le faire, elle n'en retirera pas de plaisir et elle va avoir l'impression d'être un boulet ou elle va avoir l'impression d'y aller de façon forcée, mais c'est clair que ça ne fait pas partie de quelque chose qu'elle a le goût de faire dans l'état qu'elle se retrouve maintenant. On va souvent avoir aussi une perte ou un gain de poids significatif. Majoritairement, c'est une perte de poids parce que la personne, elle va ne peut-être pas ressentir la faim, manger beaucoup moins parce qu'elle a moins le désir aussi de manger. Donc, on va voir quelqu'un qui va se laisser là tranquillement, pas vite aller et elle perd définitivement du poids. Pour d'autres, c'est le contraire, elle pourrait prendre du poids. On va voir aussi des symptômes, on va voir aussi une personne plutôt qui est en présence d'insomnie ou d'hypersomnie. Insomnie, c'est une personne qui va se sentir fatiguée, mais qui va avoir beaucoup de difficultés à s'endormir. Et si elle s'endort, elle va se réveiller régulièrement avec la difficulté à se réendormir. En contrepartie, on pourrait aussi voir, et c'est ce qu'on voit souvent, ce sont des gens qui ont un besoin là, de dormir qui est accentué puis qui est agrandi par rapport à normalement, et quelqu'un qui pourrait passer là, la grande majeure partie de sa journée au lit. Donc, elle se lèverait le matin vers 6-7 heures pour s'occuper de la routine familiale, mettre les enfants sur l'autobus ou aller les reconduire à l'école. Dès que c'est terminé, elle retourne au lit, elle pourrait dormir comme ça jusqu'à midi, 2 heures, etc. Donc, quelqu'un qui va dormir beaucoup plus qu'en temps normal. On va voir aussi une agitation ou un ralentissement psychomoteur. Majoritairement, c'est un ralentissement psychomoteur, une espèce d'abattement, cette espèce d'énergie qui n'est plus là, que la personne pourrait bien se dire « je vais me forcer à le faire », mais l'énergie n'est pas là parce que n'oubliez pas qu'il y a une composante biologique à tout ça. Sur le plan du fonctionnement des neurotransmetteurs et des neurones, ils sont affectés, donc il y a quelque chose qui fait que la personne ne l'a pas, l'énergie. Elle a bien beau se motiver, l'énergie n'est pas là, donc pour cette raison-là, il y aura un ralentissement. Elle ne fera pas ce qu'elle faisait normalement. Elle va avoir beaucoup plus de difficultés à faire ses petites tâches quotidiennes et lorsqu'elle les fera, elle va se sentir beaucoup plus fatiguée rapidement. Donc, ce qui nous mène à la fatigue ou à la perte d'énergie. Donc, elle ne l'a pas l'énergie. Elle va ressentir la fatigue beaucoup plus. Quelqu'un qui pourrait dire « je suis fatigué, j'ai pas d'énergie », donc
en plus des autres critères, c'en est un important. Sentiment de dévalorisation et de culpabilité. Dévalorisation, c'est je me dévalorise moi-même, donc une perte de l'estime de soi et je me critique beaucoup, je suis négatif à mon sujet et je vais même ressentir de la culpabilité qui est anormale par rapport à l'état dans lequel je me trouve. Je vais me dire, c'est donc de ma faute, si j'avais pas fait telle chose, je me retrouverais pas comme je suis aujourd'hui, alors que ça n'a rien à voir. C'est un dérèglement, si on veut, sur le plan neuronal et non pas une question de volonté. Diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision. Donc, quelqu'un qui aurait beaucoup de difficulté à trancher lorsqu'elle doit prendre des décisions. Et pour cette raison-là, on va souvent leur dire, prenez pas de décision dans l'état dans lequel vous êtes. Ou de la difficulté à se concentrer. Les gens qui vont dire, moi, je lis j'essaie de lire mon livre, mais je suis obligé de relire régulièrement le même paragraphe parce que je me souviens pas de ce que j'ai lu, je suis pas concentré, j'ai la tête un peu partout. Donc, ça aussi, c'est un des symptômes. Ou même sa difficulté là, de la capacité ou l'absence plutôt de sa capacité à penser. Elle n'est plus là, elle n'est pas aussi sharp sur le plan de la réflexion et elle va le nommer. Et pour terminer, des pensées de la mort qui sont récurrentes. Donc, comme je disais tantôt, avoir des idées noires ou avoir même des idées suicidaires. Donc, en B, on dit que les symptômes induisent une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Donc, au départ, on s'assure que la personne présente au moins 5 de ces critères-ci, donc obligatoirement le 1 ou le 2. Et si elle les a, alors on va s'assurer par la suite que cet état-là lui amène une grande détresse. Donc, elle va dire, je me sens pas bien, je suis tanné de vivre de cette façon-là. Donc, ça nous parle d'une grande détresse. Ou sinon, on va voir qu'elle a cessé ses activités sociales ou ses activités professionnelles qui nous parlent ici de l'altération du fonctionnement. Alors, voilà pour les critères diagnostiques de la dépression majeure. Donc, rapidement, la dépression persistante, je voulais pas en parler trop, mais je vais quand même le nommer, c'est ce qu'on appelle aussi la dysthymie. C'est que les symptômes sont beaucoup moins graves, donc on n'aura pas le même niveau de perte d'énergie ou d'amotivation, mais ça va durer beaucoup plus longtemps. Donc, on va parler souvent d'une période de 2 à 5 ans, moyenne de 5 ans, qui risque d'amener la personne à avoir plus d'idées suicidaires parce que ça nous donne l'impression que c'est plus un trait de caractère qu'un trouble de la santé mentale. Alors, pour les pages qui suivent, je ne les lirai pas avec vous parce que, comme j'ai nommé tantôt, il y a les facteurs de risque et il y a aussi les problèmes de fonctionnement que vont occasionner ces problèmes-là. Alors, je vous laisse. On se revoit dans une autre capsule tantôt. Merci.